À en croire la légende, Bonaparte serait un enfant prédestiné. Né en Corse d'une famille de notables, il est envoyé en France pour suivre une formation militaire. On raconte qu'à l'école, il est déjà un chef incontesté, dirigeant même les batailles de boules de neige avec autorité. En vérité, le futur empereur ne sort pas du lot. Capitaine dans l'armée de la Révolution, il se fait remarquer pour la première fois en prenant la ville de Toulon aux royalistes. Il se prend à rêver de gloire. Ce n'est pourtant qu'un fait d'armes parmi d'autres. Sa carrière piétine au point qu'il écrit à son frère Joseph « Moi, très peu attaché à la vie, tout me fait braver le sort et le destin. Et si cela continue, mon ami, je finirai par ne pas me détourner lorsque passe une voiture. » Mais en mars 1796, le destin de Bonaparte va basculer. Il a 27 ans. Il est général et la République a besoin de lui. Les monarchies européennes ont formé une nouvelle coalition contre la France de la Révolution. Les combats stratégiques ont lieu sur le Rhin. Au jeune Bonaparte, on confie une mission secondaire, faire diversion en attaquant l'Autriche sur le sol italien. Or, contre toute attente, Bonaparte enfonce les armées autrichiennes et fonce jusqu'à Milan avec sa petite armée d'Italie. Bonaparte ne s'arrête plus. Quelques mois plus tard, il approche de Vérone. Mais il lui faut absolument rejoindre un pont stratégique, le village d'Arcole. Or, les troupes qui l'attendent sont bien plus nombreuses que les siennes. Le 15 novembre au matin, Bonaparte a réussi la première partie de son plan. Ses troupes sont arrivées sans résistance dans les marais italiens. Mais le plus dur reste à faire. Il faut désormais franchir le pont qui mène au village stratégique d'Arcole. Ce pont est solidement défendu par les forces adverses. Il pourrait y perdre beaucoup d'hommes. Le sort de la bataille est en jeu. Il doit prendre une décision. Et là, Bonaparte joue un coup de poker en essayant d'entraîner l'ensemble de sa troupe à l'assaut des positions adverses. Le drapeau à la main, Bonaparte s'avance sur le pont, exhortant ses troupes à le suivre. Un geste téméraire, déraisonnable. Ses hommes le poursuivent pour le protéger d'une mort certaine. À ses côtés, Muiron, son aide de camp, qu'il appelle son ange gardien et qui le suit depuis la victoire de Toulon. Face aux tirs ennemis, Muiron fait rempart de son corps. Il prend une balle en plein cœur. Le feu redouble. C'est la débandade. Bonaparte tombe dans les marécages. Il est tiré de la boue, inconscient, sur l'autre rive. Il glisse, il tombe dans la boue d'un des fossés, mais qui sont très profonds quand même, où il aurait été noyé sans l'intervention de son frère Louis, qui vient l'extraire de ce fossé. Fin de l'histoire. Bonaparte a échoué. Le pont reste infranchissable. Il faudra encore 2 jours de combat et les renforts du général Masséna pour traverser enfin le pont et déloger les Autrichiens d'Arcole. Bonaparte peut reprendre sa marche en avant. Il remporte une nouvelle victoire à Rivoli,
puis d'autres encore qui le mènent à 100 km de Vienne. Les Autrichiens en déroute signent le traité de paix de Campo Formio qui met fin à une guerre de 5 ans. Pourtant, de toute la glorieuse campagne d'Italie, l'épisode qui reste le plus célèbre est cette traversée ratée du pont d'Arcole. Bonaparte a fini dans la boue. Il a perdu son ami Muiron, mais il y a trouvé la preuve qu'il est un élu du destin. Bonaparte n'est pas rentré d'Italie qu'il réécrit déjà l'histoire d'Arcole. Il commande un tableau au jeune peintre Joseph-Antoine Gros. C'est ainsi que la traversée manquée du pont d'Arcole a été reproduite, magnifiée, des centaines de fois. Ce face-à-face avec la mort pose la première pierre de sa légende. Je ne me regardais non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Je me vis dans l'histoire. Alors naquit l'étincelle de la haute ambition. Bonaparte ne doute plus qu'il a un destin. Mais le pouvoir ne l'intéresse pas. Pas encore. Il a soif d'aventure. Auréolé de sa campagne d'Italie, il embarque de Toulon avec 50 000 soldats. Il a pour mission de conquérir l'Égypte et de couper la route des Indes à l'ennemi anglais. Bonaparte sillonne l'Égypte. Il remporte des victoires. Il y subit également de cinglantes défaites. Mais peu importe, en France, l'écho de ses aventures au pays des pharaons ne fera qu'accroître son prestige. Or, Bonaparte n'est pas parti depuis 1 an que la situation est à nouveau critique. Aux frontières, la guerre a repris face à une nouvelle coalition. À l'intérieur du pays, les révoltes se multiplient en Bretagne, Vendée, Midi ou Corse, et dans les territoires conquis, comme en Italie. On est au bord de l'anarchie. Les Français ne mangent plus à leur faim, la sécurité n'est plus assurée, il n'y a plus de route, enfin tout est quand même très abîmé et surtout le pays est dans un état économique comme civil absolument désastreux. Les 5 membres du directoire à la tête du pays depuis la fin de la Convention sont complètement dépassés. Les rumeurs de complot sont permanentes. L'un des directeurs, Emmanuel Sieyès, prend les devants. Il veut organiser un coup d'État pour instaurer un pouvoir plus fort. Mais il lui faut un général pour empêcher les troubles. Un général populaire et disponible. À quelques milliers de kilomètres, Bonaparte se tient informé de tout ce qui se passe à Paris. Il comprend qu'il est temps de rentrer. Il abandonne son armée en Égypte et part en pleine nuit à bord d'une frégate qui porte le nom de Muiron, l'ami qui s'est sacrifié pour lui au pont d'Arcole. Il avait disparu depuis 1 an. Or, dès son débarquement à Fréjus, il est acclamé. Avignon, Valence, Lyon, partout la même scène se reproduit. Bonaparte ne s'y trompe pas. Il est devenu l'homme le plus populaire de France, le sauveur qu'on attend. Il accepte d'entrer dans la conjuration de Sieyès. Le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire du calendrier révolutionnaire, le coup d'État est enclenché. Prétextant un complot royaliste, le directoire déplace les 2 assemblées parlementaires, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, au château de Saint-Cloud, pour les protéger, dit-on. En fait, pour les isoler. Au même moment, Bonaparte est nommé commandant de l'armée intérieure. Il doit contrôler Paris et attendre que les parlementaires votent la nouvelle constitution des conjurés.
Mais Bonaparte n'est pas homme à attendre. Le lendemain matin, Bonaparte brusque les événements. Il se rend lui-même à Saint-Cloud, où sont rassemblés les parlementaires. Il espère profiter de ce coup d'État pour prendre le pouvoir. Mais il sait que pendant la nuit, des intrigues se sont nouées contre lui. Si le coup d'État échoue, il est bon pour l'échafaud. Il va haranguer les députés pour accélérer leurs décisions. Bonaparte se présente d'abord devant la première chambre, celle des anciens. Il sait qu'ils lui sont plutôt favorables. Bonaparte est tendu, maladroit. Il leur parle comme à des soldats. On répand que je veux établir un gouvernement militaire. On m'abreuve de calomnie. Souvenez-vous que je marche accompagné du dieu de la victoire et du dieu de la fortune. Bonaparte est désarçonné qu'on ose l'interrompre, l'invectiver. Son aide de camp lui conseille d'abréger son discours. Il décide alors d'aller convaincre la deuxième chambre, le Conseil des 500, qui lui est beaucoup plus hostile, mais qui est présidé par son frère Lucien. Il arrive là-dedans où les députés sont en train de se chamailler, de se disputer, ça crie, ça hurle. Bonaparte tente d'accéder à la tribune, mais on l'empêche de parler. On crie « Hors la loi Bonaparte, vive la République !» Certains lèvent le poing au point qu'il faut l'exfiltrer. Donc des grenadiers entrent dans la salle, ce qui n'arrange pas les choses, l'attrapent, le saisissent et l'entraînent vers la sortie. Il est terrifié. Il se griffe le visage jusqu'au sang. Des députés l'agrippent, il semble qu'il ait été bourré de quelques coups de poing au passage et ont réussi à le sortir. Et il a eu à la sortie un malaise. Pourquoi ses nerfs ont-ils craqué? Comment lui, si vaillant chef militaire, a-t-il pu se faire impressionner par des hommes en toge? Pour la première fois, et presque la seule de sa vie, Bonaparte a eu peur. Mais comme à Arcole, Bonaparte va faire de son échec une victoire. Ma fortune n'aurait-elle triomphé des plus redoutables armées que pour venir échouer contre une poignée de factieux? Il transforme la bousculade de Brumaire en une tentative d'assassinat. Bonaparte couvert de sang, le costume dérangé, les troupes peuvent croire qu'on a voulu assassiner leur général, et c'est ce qu'on va leur dire. C'est ce que va leur dire finalement Lucien Bonaparte, en disant que le Conseil est, sous la domination de gens qui possèdent des poignards. L'idée des poignards est très, très présente dans le coup d'État 18 Brumaire. On a essayé de tuer votre général, et moi, qui suis son frère, je sais qu'il va lutter pour la liberté, donc aidez-le. Et c'est à ce moment-là que Bonaparte, qui a repris ses esprits, ordonne l'évacuation de la salle du Conseil des 500. Ces poignards imaginaires sont un nouvel épisode de la légende. Bonaparte a triomphé de la mort. Le malaise du 19 Brumaire est oublié. La tentative d'assassinat fait de lui un être invincible. Sieyès et les autres conjurés n'ont plus qu'à s'effacer. Bonaparte est nommé consul à la tête de l'État.